C'est difficile à dire ce que j'aimerais bien vous dire. Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire, alors écoutez-moi. Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Faut prendre le temps de prendre son temps. Maurice Pialat est sans doute le dernier cinéaste populaire français. Il a 43 ans quand il signe son premier long métrage, L'Enfance nue, en 1968. Auparavant, il avait tourné plusieurs courts-métrages documentaires, dont le magnifique L'amour existe en 1961, avec la voix off de Jean-Loup Reynolds. Contrainte des jeux préfabriqués ou évasion. Quels seront leurs souvenirs? Le bonheur sera décidé dans les bureaux d'études, la ceinture rouge sera teinte en rose, qui répète aujourd'hui du peuple français qu'il est indiscipliné. Toute une classe conditionnée de copropriétaires est prête à la relève. Classe qui fait les bonnes élections, culture en toc, dans construction en toc. De plus en plus, la publicité prévaut contre la réalité. Le cinéma de Pialat est un cinéma déchiré, une déchirure d'être au monde. Ce court-métrage marque la mélancolie qui imprégnera tous ses films. Il traite de petites gens sans complaisance, ses destins effacés, à peine esquissés, et la banlieue des années 60 n'est guère enviable. Indéniablement, il cherche à retrouver un cinéma à l'os, dépouillé d'artifices superflus. Ce rapprochement avec le documentaire n'est pas fortuit dans cette façon d'aborder la matière brute de la réalité, envisagée tant dans ses aspects légers et drôlatiques, voire incongrus, que secs et brutaux. Derrière la forme directe du traitement, Maurice Pialat dessine une sensibilité et une lucidité en filigrane. Et je dis les choses qu'en d'habitude on ne dit pas, il réussissait, moi j'étais dans le trou. Il y a un côté humain qui s'appelle, je crois, l'envie. Il est le paradoxe apparent d'un homme écorché qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, comme on n'en fait plus, quitte à se créer des ennemis farouches, voire à les provoquer et à les brocarder en public. On ne peut pas être indulgent très longtemps, surtout si en plus on trouve que ce qu'ils font, c'est pas terrible, quoi. Maurice Pialat ne parle pas des petits bourgeois comme le feront les cinéastes de la Nouvelle Vague, des films qu'il disait que ce n'est pas la peine. Et Chabrier, qui était un musicien très doué, qui est loin de faire la carrière qu'il aurait dû faire, disait de certaines musiques, c'est la musique que c'est pas la peine. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette définition. D'abord, quand on sait les musiciens qui ça s'appliquait, c'est très juste. Et bon, ouais, c'est ça, la Nouvelle Vague, entre autres, mais presque tout le cinéma, c'est du cinéma que c'est pas la peine, quoi. Son premier long métrage, L'Enfance nue, est l'antithèse du monde idyllique de l'enfance, inspiré par une envie de documentaire sur les enfants de l'assistance publique.
Chaque monde que dessine Maurice Pialat comporte une compréhension sensible de celui-ci, sans occulter la brutalité du personnage principal, indiquant un monde complexe où il est impossible de trancher d'un côté comme de l'autre. Sur le tournage, il filme avec des bouts de pellicule et du matériel récupéré un peu partout. L'enfance nue est une œuvre rude, âpre, où revient le leitmotiv qui sous-tend les films de Pialat. Cet enfant, François, fait tout pour se faire détester et se plaint de l'être réellement. Ce qui lui donne un aspect touchant, livré à lui-même. Chapardeur, parfois vicieux et méchant, il est retiré de sa première famille. Et pour cause, il jette un chat noir du haut de l'escalier. Quand ce dernier meurt, il le dépose froidement dans une décharge. Cet enfant ne manque pourtant pas de sensibilité. Il offre à son départ un cadeau à sa mère d'adoption et la regarde en étant transporté vers une autre famille, situation qu'il ne connaît que trop bien. T'es fou. Il se sent à jamais rejeté, et c'est ce rejet qu'il exprime dans ses actes cruels, pour bien faire sentir qu'il n'est pas aimé, qu'il ne pourra jamais l'être. Cruel dilemme que d'avoir été renié par sa famille d'origine, qu'aucune autre ne peut remplacer. Il rôde dans ce film la quête des origines, de véritables parents, une déchirure à jamais ouverte. Le cinéaste nous montre le transfert de ses enfants sans parents, allant d'une famille à une autre. François se retrouve avec Pépère et Mémère, et un plus grand frère, lui aussi adopté. Il a beaucoup d'affection pour la grand-mère, mais il est toujours à la fois dur et tendre, malgré la gentillesse de ses nouveaux parents d'adoption. Comment tu t'appelles? François. Tu vas voir, tu vas être très bien dans la maison Thierry. Tiens, maman. Je suis contente, c'est un nouveau petit pour moi. Mais oui, hein, maman. Il fait tout pour attirer l'attention, comme l'épisode de la sandale qu'il pousse volontairement dans un égout. Il vole sans cesse, même la grand-mère. Mais la vieille est morte. Quand celle-ci meurt une nuit, la scène est traitée avec une sobriété exemplaire en peu de plans. À cette époque encore, la mort avait une réelle présence dans le cycle de la vie. François n'exprime pas son chagrin, mais il boit en cachette. Maurice Pialat a une attitude humble vis-à-vis de ces petites gens, simples et pauvres dans leur expression, comme dans la scène du mariage, et dans cette France des années 60 disparue à jamais. Il y a chez le cinéaste une beauté primitive, austérité du cadre, dégraissé de tout pathos, sans moralisme.
Le montage est tranché avec des raccords secs, des ellipses sur ce monde simple et désolé, poignant. Le titre est révélateur. On est loin du film complaisant Les 400 coups de François Truffaut en 1959. Ce soir il y a bal au village, bien sûr on fête leur mariage. Vous voudrais bien aller à la piscine avec Agnès? La piscine? Quelle idée! Pour jouer? Je veux aller au bal, je n'y ferai aucun mal. Maman, je n'y ferai aucun mal. D'ailleurs te souviens-tu, maman, d'ailleurs te souviens-tu? Au bal mon père tu l'as connu, au bal mon père tu l'as connu. Puis il lance des écrous sur une voiture depuis un pont, provoquant un accident, ce qui vaut son placement dans un centre d'observation. Il n'est pas question d'absoudre la violence de François au nom de l'enfance. Elle est intrinsèque à la nature humaine. Mais l'enfance est le socle de base. Comme nous sommes au monde sans l'avoir choisi, imprimant une certaine marque, l'individu se développe en fonction de ce qui lui est offert ou non. Il y a un lien entre François et le personnage de Jean dans « Nous ne vieillirons pas ensemble » en 1972. Un autre titre emblématique. L'idée qui sous-tend ces deux premiers films pose un sacré dilemme. François pourrait être Jean quelques années plus tard. Comment alors considérer quelqu'un de brutal et d'odieux sans lui retirer à la fois sa sensibilité et son côté écorché qui l'a fait devenir ce qu'il est à son insu? Maurice Pialat décide de porter à l'écran le roman qu'il vient de publier, inspiré par 6 années d'une passion amoureuse tumultueuse. L'histoire est presque trop évidente. Un cinéaste, Jean, ne peut se résoudre depuis 6 ans à quitter sa femme pour sa jeune maîtresse, Catherine. Pialat choisit Jean-Yann. Et pour jouer sa maîtresse, il opte pour Marlène Jobert, qui vient d'enchaîner les succès de Dernier domicile connu, de José Giovanni et du Passager de la pluie de René Clément. Au fond, le film n'est pas juste une autopsie d'une histoire personnelle, mais une connaissance de ce qui ronge l'être humain dans ses histoires sentimentales. Allez, hop. Compte tenu du caractère emporté du cinéaste, il trace un portrait des rapports amoureux avec une lucidité implacable. Étant pleinement engagé dans cette relation et détaché dans la façon dont il retrace les scènes d'une façon directe et elliptique, au point qu'il devient difficile de replacer chronologiquement la succession jusqu'à la rupture brutale. Des fragments ou des blocs de marbre jetés dans une mare. Cette absence de repères temporels renforce l'impression de monotonie de leur histoire, de spirale passionnelle infernale, de répétition lancinante. Parce que si je suis obligé de te contrôler en même temps que je fais le boulot, j'ai plus qu'à m'arrêter. Allez, donne-moi ça, parce que tu me fais chier, barre-toi et que je te revois plus. Le cinéaste, là non plus, ne fait guère de cadeau au personnage principal, tourmenté et impulsif, s'emportant facilement, et qui, par son comportement délétère, détruit l'objet de son amour, donnant une équation impossible, ni avec toi, ni sans toi. Il en est conscient sans pouvoir s'en empêcher, fruit d'une enfance où tout le monde se disputait. De plus, son père est alcoolique, mais il est un bon bougre avec son fils. Je savais bien que tu serais là. J'ai raté mon train. C'est ça. Il y en a eu 3 depuis que t'es ici. Oui, mais j'étais pas rapide. On s'en va. Oui. C'est toi qui les as invités. Ils sont restés que 2 jours. Jean n'est pas tendre, genre mufle et goujat, passant ses humeurs sur sa compagne. Comme elle reste passive et flegmatique, subissant ses passages à tabac verbaux, il est encouragé à poursuivre dans sa voie. Alors, tu vas encore chercher du boulot dans les bureaux, mais depuis 6 ans, combien t'en as fait? Moi, je sais pas, à force d'aller t'attendre partout, j'ai fait tous les quartiers de Paris. Tu veux pas chercher quelque chose de plus intéressant, non? Non, t'es là, t'es molle, et puis t'attends.
Tout ce que j'essaie de faire pour toi, c'est la même chose. J'ai essayé de te faire travailler dans le cinéma, ça marche pas. Chaque fois, il n'y a rien à faire. Rien ne t'intéresse. Tout ce que t'es, c'est une feignante, c'est tout. T'es une bonne feignante, voilà. Tu laisses tomber tout de suite. Ah si, la seule chose qui te plaît, cover girl. Ah voilà. Madame veut être cover girl, avec le pif que t'as et tes taches de rousseur. Hein. T'es trop petite et t'es trop moche. Alors mets-toi une bonne fois dans la tête qu'il faut que tu trouves quelque chose d'intéressant, mais pas dans cette catégorie-là. T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. C'est tout. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es vulgaire. Irrémédiablement vulgaire. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Toute ta vie, tu resteras une fille de concierge. Tu peux me regarder comme ça? Ça change rien. Je pense que depuis que je la connais, j'ai rencontré des filles formidables. J'aurais mieux fait de rester avec elles. Je me demande vraiment pourquoi je suis avec toi. Je reste par pitié, voilà. Par pitié, je reste. Tu t'accroches à moi depuis 6 ans. T'as aucune volonté, t'as aucun courage. Ton seul orgueil, c'est ça, c'est ta médiocrité. Alors, je suis en train de gâcher ma vie avec toi. De gâcher ma vie parfaitement. Tu sens pas que j'en ai assez de toi. Tu le sens pas, ça, hein? Tu sens pas que ça fait trop longtemps que ça dure. Tu sens pas que j'ai envie que d'une seule chose, c'est que tu te barres? Alors fais-moi plaisir, barre-toi. Barre-toi en Angleterre au moins, ça t'apprendra peut-être quelque chose. J'en ai vraiment plus rien à foutre de pas te voir, hein. Si on compare la scène où elle rompt avec celle de Jean dans la voiture, on a une symétrie parfaite de leur rapport. Ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. J'en ai marre, je veux plus te voir. T'entends, je veux plus te voir, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de ta sale tête. J'en ai marre de ton cinoche. Faut le corps que je te revois plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait en 5 ans? Je peux plus te supporter, je t'aime plus. Tu n'es plus ma raison de vivre. J'ai toujours su que jamais je pourrais vivre avec toi. Allez, viens, on va chez tes parents. Ah non, je veux pas que t'ailles voir mes parents. Ils doivent se supporter comme ça, ils te détestent, ils ont vu comment tu me traites. Ah oui, ils te montrent le coup, hein. C'est comme Annie, ils ont jamais pu me piffer. Mais mes parents n'ont rien à voir là-dedans. Ils ont eu le courage de te supporter à chaque fois que tu venais les embêter. J'ai peur, j'en ai marre de toi. Parce que j'ai peur. Je vais y aller tout de suite. Tout de suite, je vais y aller. Ah non, je veux pas que tu y ailles. Je vais vous tuer. Et puis je vais me tuer moi aussi. Mais Jean, t'es fou! Bon, je te demande pardon. Je me suis emballé. Tu sais comment je suis quand je suis malheureux. Bon, je t'aime trop, c'est pour ça. Si tu veux pas que je t'embête, je t'embêterai plus. Tu peux t'en aller. Je te reverrai plus, si c'est comme ça. C'est fini. Tu m'aimes plus. Je te reverrai plus. Non, c'est fini. Promets-moi de ne plus jamais essayer de revenir. Rupture bien réfléchie, puis réconciliation. Elle a beau en avoir assez de le quitter, dans un raccord, elle revient. Comme pour François, la terreur du personnage est l'abandon, jusqu'à provoquer ceux qui l'entourent, à tester leur résistance jusqu'à l'absurde. Malgré le comportement insupportable de Jean, pourquoi Catherine reste-t-elle 6 ans avec lui? Sans doute parce qu'il lui échappe et la bouscule, jusqu'à ce que la situation devienne insupportable et indécrottable, après s'être lentement dégradée. T'as bien réfléchi cette fois, c'est fini. C'est pas comme les autres fois. Nous deux, c'est fini. Hein. T'as bien réfléchi. Ouais, c'est fini. C'est une constante des femmes. Elles ne rompent pas brutalement, mais peu à peu, retournant en dégoût ou ressentiment ce qu'elles ont aimé au début. Et inéluctablement,
Quand Jean constate qu'elle se refuse parfois à lui, se fait distante, prétexte de vouloir rester seule, signe qu'elle se détache, il ne peut vivre sans elle. Plus elle se détache, et plus il tente de la rattraper et se soumet, provoquant un plus grand détachement, commettant une erreur flagrante. Mais au début, moi, je l'aimais pas. Quand Catherine s'enfuit en province, chez ses parents ou chez sa grand-mère, Jean la rejoint, le jeu du yo-yo. J'aime pas quand tu me regardes comme ça. Ben, je te trouve belle. À quoi tu penses? Je te trouve belle. J'ai jamais trouvé aussi belle. Puis je t'ai jamais aimé autant non plus. En fait, je t'ai jamais aimé avant. Et maintenant que je m'aperçois que je t'aime, tu t'en vas. Quand Jean lui déclare qu'il l'aime comme un fou et veut se marier avec elle, Catherine refuse, signe qu'elle est déjà partie avant son départ réel. Bon, je veux me marier avec toi. Tu seras heureuse. Quoi? Je travaillerai, je changerai de vie, on aura des enfants. Tu sais, Jean, les enfants, ça ne s'achète pas comme un paquet de café. Puis moi, je ne veux plus vivre avec toi. Je sais maintenant, je pourrai plus. Du coup, depuis quelque temps, on va plus se supporter. On en a marre l'un de l'autre, tu veux pas le reconnaître. Mais pas moi. Cependant, en fréquentant cet homme cultivé, elle se met à lire. Et la citation de Césarée Pavese par Jean n'est là que pour faire croire qu'il n'est pas aimé. Tiens, écoute, c'est la dernière lettre de Pavese. La vie m'avait paru horrible, mais je me trouvais encore intéressant moi-même. Maintenant, c'est le contraire. Je sais que la vie est merveilleuse, mais que j'en suis exclu. Puis-je te dire, mon amour, que je ne me suis jamais réveillé avec une femme à moi à mes côtés, que je n'ai jamais été pris au sérieux quand j'aimais et que j'ignore le regard reconnaissant qu'une femme adresse à un homme. Il a dû être malheureux, ce type. Les femmes sont vaches. Il aurait suffi qu'une femme... Oh, tu peux pas te plaindre, toi, Jean. T'as eu de la chance. T'as été aimé. Françoise t'a aimé. Je t'ai aimé. Il y en a d'autres qui t'aimeront, c'est sûr. Tu m'as aimé, toi? Oh oui. Oh oui, je t'ai aimé. Jamais j'aimerais plus personne autant que je t'ai aimé, toi. Quand on s'est connus, et que je savais que j'allais te voir, j'avais le cœur qui battait, j'étais toute tremblante. Si on se sépare, je poserai une condition au suivant, celle de recoucher avec toi. J'aime bien faire l'amour avec toi. Tu m'aurais épousé au retour de Turquie? Oh oui. Tu veux ça? Qu'est-ce qu'il faut? Fleur du mal. La semaine dernière, c'était les pensées de Pascal, tu fais des progrès. Quand je t'ai connu, tu disais Henri Troyat. J'ai peut-être tort, mais j'y peux rien. Le docteur Millet dit que je suis une petite bourgeoise. Tort de quoi? Oh, rien. Allez, il faut que j'y aille. Je vais rater mon train. Catherine est déchirée de renoncer à Jean pour un futur mari fort convenu, de 39 ans, possédant une bonne situation financière. Il y a une amertume dans ce film. Catherine a sans doute aimé Jean, comme elle le dit, mais s'est résignée face à son caractère et aussi de son propre côté petit bourgeois, ne sachant que faire. On peut même avancer qu'il prend un plaisir autodestructeur à ruiner son couple, à supplier Catherine de rester avec lui, en faisant tout pour qu'elle le quitte, ruminant son échec et sa fracture comme un enfant mal aimé. Quand Catherine disparaît, c'est la femme de Jean qui console ce dernier. Si Jean se désintéresse d'elle, c'est parce qu'elle joue le rôle d'une seconde mère, ou est devenue accessible.
Dans la dernière scène, sur l'insistance de Jean, Catherine sous-entend qu'elle serait capable de coucher à nouveau avec lui, si son couple bat de l'aile. Et si des fois ça marche pas entre vous? Je sais pas, on verra. Dis-moi. Je sais pas. Mais c'est surtout pour se débarrasser de lui. Elle dit même, accréditant sa rupture et son ressentiment: Je dis franchement, tu pourrais mourir à l'instant, ça me ferait rien. Mais je serais embêtée parce qu'on croira que c'est de ma faute. À la fin, Catherine joue dans l'eau. Le plan renvoie à une scène où elle et Jean s'amusaient dans l'océan. Et pour indiquer ce moment idyllique, Piala place subtilement la musique de l'oratorio de Joseph Haydn, La Création, qui évoque la rencontre poétique d'Adam et Ève. L'idée qui sous-tend ces deux premiers films pose un sacré dilemme. François pourrait être Jean quelques années plus tard. Comment alors considérer quelqu'un de brutal et d'odieux sans lui retirer à la fois sa sensibilité et son côté écorché, qui l'a fait devenir ce qu'il est à son insu? On saisit le leitmotiv du cinéaste et qui sous-tend la mélancolie de son personnage. L'impossibilité d'accomplir son destin, un destin rêvé face à une réalité impossible, et qui le pousse par un désespoir secret à détruire rageusement son rêve. Il y a là quelque chose d'incompréhensible pour nous face à un tel individu, mais nous sommes tous pris dans le même engrenage, en le voyant chez les autres, jamais chez nous. Comme dans le mythe de Sisyphe, cet homme condamné par Hadès à rouler perpétuellement un énorme rocher jusqu'en haut d'une montagne, d'où il retombait sans cesse, symbolisant les difficultés des hommes à atteindre leur objectif et leur sentiment d'échec récurrent. Si le cinéaste réalise une série, La Maison des Bois, en 1971, ce qu'il a réalisé de mieux selon lui et qu'il serait trop long à analyser, son film suivant, La Gueule ouverte, en 1974, est un sujet difficile, bien dans son optique réaliste et brute. La maladie et la mort. Un moment que tout le monde connaîtra et tente d'éviter par le droit au suicide. Ce qui le rapproche du cinéaste suédois Ingmar Bergman dans Cris et chuchotements. Monique Bastide a 50 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Maurice Piala construit son film par de longs plans séquences. Après une première scène où Monique passe un examen, son fils Philippe discute avec elle. Rien n'est dit ouvertement, mais le long regard absent de Monique, suivi de sa chute, révèle sa maladie incurable. C'est à cause de ça, hein, le manque d'instruction que t'as épousé mon père. C'était pas un gars pour toi. Bah, sinon, c'est pas là. Philippe l'apprend un matin à sa femme Nathalie, qu'il trompe d'ailleurs avec une jeune femme de 22 ans, Corinne. Il l'a séduite, mais il est incapable de lui faire l'amour. Tout est oblique parfois, non dit. Et parfois, le cinéaste affronte la maladie, franchement montrant le long calvaire de Monique. Monique sort de l'hôpital pour aller chez son ex-mari Roger, dans un village d'Auvergne pour des séances de piqûres. Ce dernier la trompait souvent et elle était rongée par la jalousie. Si Maurice Piala montre la souffrance de Monique, il s'attarde aussi sur les discussions autour de sa mort proche, où les personnages expriment leur honte, leur détresse, leur solitude, leur souffrance ou leur colère. Oh là, que ça soit fini, me faire merde, oui.
aperçu, quoi. Tout le monde trouve que vous êtes formidable avec elle. Oh, je voudrais que ce soit fini. Et Philippe, j'aime pas qu'il traîne ici. Il donne trop de travail, moi. Il vient ici, il monte 5 minutes, puis il fout le camp après à la ville ou dans les bois. La présence de la mort plane et écrase les personnages qui doivent l'affronter jusqu'au moment final, appréhendant le sort qui les attend. Maurice Pialat est fasciné par cette petite vie à la fois belle et futile, dérisoire, grotesque, finissant en un long cauchemar où il faut rester digne, le tout agrémenté de scènes comiques, simples et quotidiennes. Alors ça va les petites? Hein? Ça va? Vous prenez toutes les deux quand vous voulez, il n'y aura pas besoin de vaseline. C'est drôle. Monique est métaphoriquement ce qui nous arrive dans la vie, implacablement, et qui ronge chacun des personnages. La vie débouche sur la mort inéluctable, comme une mélodie lancinante qui, dans un goutte-à-goutte secret, éteint toute vie. Monique meurt sans bruit, une nuit. C'est fini. On emporte le corps. Tout est terminé. Le chagrin. L'enterrement.
Passe ton bac d'abord, en 1978, est sans doute le film le plus simple et le plus dépouillé de Maurice Pialat. Dans la région de Lens, on assiste à la vie morne d'un groupe d'adolescents de terminale, inquiets de leur avenir, fait d'usines, de mariages non désirés. Ce que l'on remarque, c'est la désindustrialisation violente de la région, avec chômage et usines qui ferment, évoquée en filigrane. Tiens, Made in Malaysia. Pas étonnant que l'usine de ta sœur marche au ralenti. Leur jeunesse fait du surplace, s'effiloche, pris dans un engrenage impossible à résoudre. Entre fuite vers Paris, emprisonnement familial, où les mères surveillent leurs fils sans avoir prise sur eux, ou poussent leurs filles à reproduire le modèle familial en les mariant vite et mal. La confrontation avec leurs parents, qui ont suivi la voie classique, est révélateur d'un monde intérieur qui a éclaté et d'un monde extérieur dur et sans espoir. Nous sommes passés à une autre époque, qui a déstructuré celle d'avant. On évolue, bien sûr. On ne peut faire mieux anti-nouvelle vague. Le cinéaste a une évidente compassion pour ces jeunes déboussolés qui n'ont pas encore été atteints par le cynisme et l'égoïsme froid de la petite bourgeoisie, de la gentrification en cours et bien sûr d'Internet. Ils forment un groupe plus ou moins uni et vivent selon leur code. Pialat ne propose pas de révolution ou ne tient pas de propos idéologiques, mais décrit un constat existentiel avec justesse, dans un monde en mutation, totalement désorienté. Un microcosme entre le patron du bar qui lutine les lycéennes, guerre farouche, les garçons jaloux avec ses embrouilles classiques. Bon, c'est fini là maintenant, hein. Non mais ça va, t'arrêtes un petit peu. Et quand on sait pas s'amuser, on doit faire rien. Un petit con, va. Arrêtez, merde. Non mais ça va pas, vous. La jeune fille volage, le type dragueur. Et là, qu'est-ce que t'as fait? On s'emmerde ici, mais enfin... C'est pas comme à Lens tu dois avoir beaucoup de copines. Comme ça. Comme ça? Oh, moi, je suis pas branché sur les filles, tu sais. Non, ça t'intéresse pas? Non. Bon, ils disent tout ça. Les cours séchés, le professeur de philosophie qui discute avec ses élèves, les engueulades familiales. Mais arrête au cinéma! T'es complètement non? Attends, tu vas raconter marre de toi, mais pourquoi de tes histoires? Arrête ton 50 secondes! J'en ai marre, je voudrais mourir! Les escapades en plein air au bord de la mer. Bernard! Où est-ce qu'il est encore, celui-là? Le tout à la bonne franquette. Sans oublier les balles et matchs de football. Tout un monde populaire en errance, mais qui s'amuse et vit leur vie avec entrain et spontanéité. Le film est parsemé d'humour et de grivoiserie, se mettant au niveau de ses personnages sympathiques et naturels. C'est la surprise, hein. Ça pète dans la bouche, ok. Tout, hein. Je vous invite à bouffer, vous êtes d'accord? On a des copains. Non, là, ça fait rien, venez. Je vais payer mes cartes. On doit voir, mais comment on peut... Non, mais... Dis donc, ouais. T'en vois un beau petit bateau? Elle est bien. Ouais. On irait bien faire un tour, hein? Là, ouais. T'as mis la grande voile? Oh là là. Au fur et à mesure, le cinéaste décrit des êtres à la dérive, qui sortent du rang, non pas d'une façon publicitaire ou exhibée, mais individuelle comme dans Loulou en 1980. Histoire d'une jeune bourgeoise mariée qui sort avec un loupard paumé. Le plus évident est À nos amours en 1983. Le plan du générique sur la musique de Purcell pose le cadre. L'amour et la liberté.
Sur la Côte d'Azur, Suzanne, une adolescente de 16 ans, répète une pièce de théâtre de Musset. On ne badine pas avec l'amour. Elle est en plein désarroi, ce qui n'a guère changé aujourd'hui. Je t'étrangle. L'action se passe dans une famille de fourreurs. Suzanne est prise dans un réseau complexe entre son père, joué par le cinéaste, sa mère hystérique et désaxée, protégée par Robert, le frère tyrannique de Suzanne. Maurice Pialat indique non seulement l'éclatement de la cellule familiale, primordiale et oppressante, mais la perdition existentielle de l'individu. On retrouve la situation de « nous ne vieillirons pas ensemble ». Amoureuse de Luc, elle se refuse à lui, pour s'offrir au premier venu, un touriste américain qui la possède sans passion, puis l'ignore. Regarde-le, ce connard. Viens. C'était super quand il m'embrassait. Je savais même plus ce que je faisais, je savais même plus où j'étais. Puis, je peux pas t'expliquer parce que ça s'est passé super vite. Puis après, quand c'était fini, il m'a dit thanks a lot. Tu sais ce que je lui ai répondu? Non. Tu vois, tu rigoles, mais c'est pas marrant, tu vois. Je lui ai répondu, y a pas de quoi, c'est gratuit. Il a compris? Je pense. En tout cas, j'espère. Mais tu regrettes? Non, mais c'est moche. Luc restera tout au long le rêve inaccompli et inaccessible. Quand il décide de rompre, Suzanne est effondrée. Bon, eh bien, je pense que c'est fini. Elle multiplie les rencontres et dit à un amant Tu sais, hein, c'est pas tellement agréable de vivre sans aimer personne. C'est pas que j'aime personne d'ailleurs. Tu vois, mon père, je l'adore. Enfin, ça me fait une belle chance. Ça me fait peur quand même. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir le cœur sec. Mais t'es jamais tombée amoureuse d'un garçon, alors? Si. Alors pourquoi t'es pas avec lui? Je sais pas, c'est de ma faute. Je savais pas ce que je faisais. Tu penses souvent à lui? Ça m'arrive. Enfin, j'ai pas envie de parler de ça. D'où vient cette insatisfaction étrange de vouloir quelqu'un et de le refuser ou de se perdre dans de multiples rencontres sans s'attacher. Tout est flou et fantomatique. Que faire d'une liberté absolue? La libération sexuelle de la jeunesse tourne en déroute et aboutit à une indécision maximale. Si les filles volages ont toujours existé, Suzanne en souffre. Elle pense même à se tuer. Cette rupture se conjugue au délabrement de sa cellule familiale, marquée par le départ de son père. Cellule familiale qui éclate et se fragmente en ce début des années 80. Dès lors, l'individu atomisé est livré à lui-même, l'antithèse de la liberté. Suzanne vacille et cherche à travers des bras d'amant la protection de ce père disparu. Sa mère ne supporte pas que sa fille découche. Sa solitude l'engage dans une voie sans issue jusqu'au point de rupture. Son frère tentant d'endosser le rôle de chef de famille en battant sa sœur et en cherchant à protéger sa mère. Alors que les personnages de Passe ton bac d'abord vivaient leur petite vie, se protégeant du monde extérieur par une insouciance joyeuse, Suzanne est incapable de faire un choix personnel, captive de l'amant qu'elle n'a pas, enviant celui qu'on lui prend. À plusieurs reprises, Suzanne revoit Luc. Malgré l'acharnement du jeune homme à vouloir renouer, elle le rejette. Quand elle découvre qu'il sort avec une de ses amies, elle se réfugie avec un jeune homme, Jean-Pierre, qui semble la calmer et avec qui elle va se marier. C'est lors d'un déjeuner de fiançailles que,
Sous les yeux médusés des convives, le père débarque. Le moment de vérité. Tu vas me laisser manger en paix, non? Mais je te connais par cœur. Tu vas dans 2 secondes, tu vas faire. Bah, tu feras pas. C'est à ce moment-là que Piala lui-même prononce la phrase de Van Gogh. Mais quand Van Gogh est mort, il a, paraît-il, prononcé cette phrase. De toute façon, si même il ne l'a pas prononcée, c'est sûrement une phrase qu'il aurait pu prononcer. Il a dit « La tristesse durera toujours ». Rien n'est possible et tout dépérit. Phrase qui fait écho à celle située plus haut quand le père décide de partir. Je crois que je vais vous quitter, Suzanne. Nous quitter? Oui. Et tu vas aller où alors? Oh, ça me regarde. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire, t'y penses? Mais figure-toi que j'y pense, oui. T'auras ton frère. Un chef de famille, ton frère. Un frère, ça suffit pas. Hein. Tu vois, il y a un jour, on en a assez. C'est peut-être arrivé pour moi. T'en as marre d'ici? Oh, il y a un jour où on en a marre, oui. Les choses dégénèrent et le père règle ses comptes avec les gens présents autour de la table avant que sa femme ne le gifle. La tristesse durera toujours. Et ça me frappait beaucoup, cette phrase, parce que je me disais, mais... En fait, je pensais comme tout le monde. Voilà, je croyais que c'était triste d'être un type comme Van Gogh. Alors je crois qu'il a voulu dire que c'est les autres qui sont tristes. Vous pensez pas? C'est vous qui êtes triste. Tout ce que vous faites, c'est triste. C'est triste de se marier avec une bonne femme dont le frère vous insulte ou vous laisse insulter dans les colonnes de son canard. Tu es prêt à tout pour arriver à ce que tu es maintenant. T'es content? Allez, vole. Moi, je me disais, ce gars-là, il pourra devenir une sorte de Pagnol contemporain, mais où il en est? Vous savez très bien, vous êtes comme moi, vous savez. Non, je pense qu'il a du talent et je pense que vous devez... Oui, il avait du talent. C'est rare, ce talent-là. Il pouvait écrire des choses comme ça, des dialogues, et puis les gens existaient, vivaient. Je me disais, tiens, ça sera un nouveau Pagnol, mon fils. Et vous avez l'impression qu'en fréquentant des gens comme nous, il est en train de le perdre? Ah ben, c'est votre beau-frère. Quand son père demande à Suzanne où elle se situe, celle-ci reste évasive et évite de faire un choix. Comme elle ne refuse pas la drague de Michel, un ami de son frère, en présence de Jean-Pierre. N'est-ce pas, mademoiselle Suzanne? T'es comme eux? Non, mais... Non, mais là, en ce moment, qui a raison, eux ou moi? Où tu es? Elle n'a pas choisi. Ah. Pourquoi? Où tu es, toi? Moi, je suis là. Elle est avec moi. Elle est avec toi? Ben, quand elle vient me voir, je ne demande rien, moi. Elle est avec qui quand elle vient me voir? Tu vas le voir et tu me l'as jamais dit. T'es là un jour, hein? Je suis avec personne, je suis avec moi-même. Enfin, je suis là quand même. Vous savez, Suzanne vous aime beaucoup. Oh oui. Mais elle aime tout le monde, Suzanne. Non, je crois pas. Mais si. Elle m'aimerait surtout mort. Les gens qu'on aime beaucoup, on voudrait toujours qu'ils soient morts. Pas une fille, je pense pas qu'elle pense ça de son père. Enfin. Moi, je crois que tous ceux-là, ils auraient voulu que je crève. Alors là, je serais devenu un dieu vivant. J'ai compris. Si j'étais mort... Oh, arrêtez, merde! Tu vas aller à la cuisine, là? Si tu viens nous déranger, on était bien sans toi. Arrêtez, oh! Tu te tires! Mais arrête! Tu te tires! Écoute, je sais que vous faites ça tous les jours entre vous. Vous n'allez pas recommencer avec moi, non? Arrête, Ça, c'est vite, t'as compris. Ton bail, pas ton bail, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que t'attends pour prendre la défense de ta mère qui me frappe? Il paraît que tu t'entraînes tous les jours en battant ta sœur. Suzanne. Bah, tu pourrais t'en occuper, c'est maintenant que tu t'en occupes de Et ça. toi, tu t'en occupes très bien puisqu'il paraît que tu la cognes tous les jours. Tu t'en es jamais occupé, t'as jamais téléphoné pour savoir comment on allait. C'est une ordure. Qu'est-ce que tu en sais? Allez, et puis barre-toi, merde! Arrêtez, Quelle arrête, papa. vulgarité! J'ai pu rester 20 ans avec vous. Ouais, Allez. 20 ans. Crève, hein! Tu veux que je pousse de colère? Tu sais pas, moi! Suzanne ne se marie pas, toujours indécise, et décide de partir aux États-Unis avec Michel.
Dans le bus en partance pour l'aéroport, une amorce de complicité se tisse entre elle et son père, avant le vol. Non, mais je la garde avec moi. Allez, au revoir. Je vais pas aller plus loin. Maurice Pialat la laisse en suspens avec ses doutes, tandis que le père disparaît dans l'obscurité lors de son retour en bus. Comme il serait trop long d'analyser Sous le soleil de Satan en 1987, moins réussi, d'après le roman de Georges Bernanos en 1926, venons-en à son dernier grand film, Van Gogh, en 1991. Pialat revient à son art premier, la peinture. Si le cinéaste n'avait pas opté pour le cinéma, il serait devenu peintre, mais la voie était bouchée à ses yeux. Il n'est pas étonnant qu'il prenne un tel peintre, qui erre au hasard des rencontres, tente de vivre et de survivre, s'écartant de toute voie face à la violence du monde. Le cinéaste filme les dernières semaines de ce peintre écorché et solitaire, qui ont précédé son suicide à Auvers-sur-Oise. Période productive. 70 peintures en 2 mois. Maurice Pialat porte son regard sur le monde qui l'entoure, ancrant son film dans la réalité de l'époque totalement atypique et décrivant la vie brute et immédiate. Les rapports sont rudes, heurtés, francs, que l'on perçoit dans le ton de voix des protagonistes. Il m'énerve celui-là, c'est pas incroyable. Maintenant tu mets de l'eau dans le vin, toi. Ah bon, et c'est qui m'a appris à faire comme ça? Tu te tais! Je prends exemple sur toi, madame. Comment elle parle, madame Germaine, hein? Et puis toute la lessive, hein? Ça fait combien de fois je demande à ce monsieur Ravoux, là, de m'acheter des grandes lessiveuses? Sont égrenés ainsi l'idiot du village qui demande à ce que Van Gogh lui fasse son portrait sans avoir l'argent en échange. Voilà, c'est 2 sous. Je les ai pas. Bon, allez, tire-toi. La prostituée Cathy, avec qui il passe de bons moments, les lavandières, les gens du café, les travailleurs, etc., présents tout du long. Tout ce petit monde populaire. Le film développe 3 axes principaux autour du peintre. Ses relations avec le docteur Gachet, homme simple et maladroit, après la mort de sa femme, celle avec sa jeune fille, Marguerite, qui a une relation avec Van Gogh et qu'il peint à un moment. Ma robe, elle est pas comme ça. Hein. Cette robe, on dirait du plomb. Puis ça traîne, ah bah ça, elle traîne. Et mes mains, vous me les avez fait toutes crochues. C'est n'importe quoi tout ce que vous avez fait. Ces couleurs vineuses, on dirait du dégueulis. Je les ai vus, vos paysages. Vous avez fait ça exprès ou quoi? Qu'est-ce que j'entends? Un petit différent pictural. D'abord, Clémentine, tu poses et tu te tais. Ce n'est pas la prérogative du modèle de discuter son exécution. Ah bah ça, c'est le mot. Tu es insupportable, Clémentine. Un autre hôte qui a si aimablement proposé de te peindre. Mais je te parle pas, toi. Assez! C'est ça, va te coucher, mais je suis pas ton chien. Puis, celle avec son frère Théo et sa belle-sœur Johanna. Seul, malade, Van Gogh traîne ici et là, mène sa petite vie et peint. La jeune Marguerite tombe amoureuse de lui et grandit à ses côtés. T'es fort. Et moi, un peu j'ai une force de la nature. Hein. Moi, t'as les bras pas trop musclés. C'est pas joli pour une femme d'être musclée. Hein, un petit modelé. N'hésitant pas à affronter son père. Eh ben, je l'aime. Qu'est-ce que tu dis? Je l'aime. Tu vas te marier avec ce... Qui te parle de l'épouser? C'est le bouquet. Ma fille va vivre avec un fou. Pas plus fou que toi. Il m'aime et il veut vivre avec moi, c'est tout. Il te l'a dit? Non, mais je le sais. Elles sont bien loin d'un seul coup, toutes tes grandes idées libérales. Elles sont bien bonnes pour les autres, mais quand il s'agit de moi, finalement, t'es comme tout le monde. J'ai pas de principe, mais alors là... Théorie, tu comprends tout. T'es à l'avant-garde de tout. L'union libre et tout le tremblement
Et quand il s'agit de la vie la plus proche, il n'y a plus personne. T'es qu'un lâche. Peut-être pour ça que tu penses aussi mal. Maurice Pialat évoque un autre monde populaire, celui de la commune. On va tomber enceinte. Ça vous va bien de dire ça. J'ai eu un garçon à ton âge. C'est pas vrai. Pourquoi vous nous l'avez toujours caché? Il s'est engagé à la commune en 70. On ne l'a plus revu. Quand ça a été fini, les troupes de tir sont rentrées dans Paris. Il n'est pas revenu. Quand on m'appelait, je l'ai vu là étendu avec d'autres. Il avait 15 ans. Se côtoient ainsi des moments émouvants et drôlatiques, comme le repas joyeux organisé dans le jardin du docteur Gachet, une vie simple et quotidienne, où l'on chante des chansons populaires. Quand nous chanterons le temps des cerises, où gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront des folies en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Et où l'on s'amuse. Je suis Monsieur Lautrec, peintre plutôt beau mec, cherchant l'inspiration jusqu'au fond des boxons. Quoique bien court sur pattes, les femmes, je les épate. Cachez bien vos épouses, car elles veulent toutes croquer la saucisse de Toulouse. Devant mes enfants. Son voyage à Paris tourne en pugilat avec son frère. Dans un bordel de la ville, la vie apparaît criarde et rieuse, égrillarde et sensuelle. Coûte que coûte, audacieuse, Marguerite le rejoint. Ce sont les seuls moments de tendresse et de grâce entre ces deux êtres. Ici se situe le point le plus authentique, comme l'acte de peindre. Ces seuls instants que la vie apporte et que des êtres offrent sans l'ombre d'une quelconque mystification par pure joie de donner. Marguerite l'aime d'une façon tumultueuse et passionnée. Je voudrais tellement que tu m'aimes. Je sens bien que tu m'aimes pas. Mais c'est pas grave. Je t'ai fait quelque chose? Tu me réponds quand je te parle? Oh, et puis reste avec ta peinture, elle te suivra pas dans ton cercueil. Ta peinture, mais t'as que ça. T'es qu'un pauvre malade. Hein. T'entends, un malade? Toi, t'es un monstre pour s'intéresser qu'à sa merde. Tes toiles de merde. Le déchet de ton esprit de malade. Mais lâche-moi. T'es pas normal. T'es qu'un fou, mais reste là. Mais le peintre est déjà parti ailleurs, comme s'il avait vécu un instant d'extase et que maintenant tout pouvait s'éteindre. Le cinéaste ne montre pas le suicide du peintre. Ce dernier se tire une balle de revolver dans le ventre et meurt seul, en silence.
fini. Face à cette mort, une scène décalée trouve un écho quand la patronne du café reçoit la trappe sur son pied que son mari laisse échapper maladroitement. Charbonnière, pétassier, j'ai le pied broyé, toi tu rigoles. Ah, mais non, je rigole pas, ça va pas. Et moi, docteur. Ça va pas. Oh, j'ai le pied broyé. Van Gogh n'est pas un éloge de cette période, mais le constat d'un monde où il restait encore une vie brute, concrète et immédiate parmi la nature et les gens. De nos jours, la lumière somptueuse de la peinture a été remplacée par la lumière froide de l'informatique et des écrans. À cette époque, un artiste l'était envers et contre tous. Un destin singulier, même si son art le pousse à une condition qui le tue. Maurice Pialat a une compassion pour les êtres tourmentés par leurs conditions, irrémédiablement seuls, impossibles à résoudre, et qui, comme chez Van Gogh, les poussent à détruire leurs rêves, ou à s'auto-détruire, indiquant une fracture intime liée à la condition humaine. Quand on rapproche l'enfance nue et Van Gogh, nous avons le début et la fin d'un individu violent, jeté dans le monde, mais qui le transcende par l'expérience esthétique. Je sens bien que tu m'aimes pas. Chez Maurice Pialat, il n'y a pas de mystère, sinon la vie brute, aléatoire, joyeuse et écrasante, une déchirure béante, conflictuelle, totalement à l'inverse de notre monde poli et publicitaire, se dissolvant peu à peu dans la mort telle une silencieuse domestique. Émile Cioran disait « Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à rôter ». Voilà pourquoi la tristesse durera toujours.